nous avons vu le modèle classique, qui va de l'Antiquité, de Platon, Aristote, Plotin, jusqu'au XVIIIe siècle. Donc un modèle qui va durer plus de 20 siècles. Et dont on va voir un certain nombre de résurgences, de soubresauts jusqu'au XXe siècle. Et surtout, on a vu que la semaine dernière, le siècle des Lumières va mettre un terme à la localisation classique du beau dans l'essence de l'être, ou dans le quintessence de l'être, pour le placer dans le sujet, dans l'individu, dans l'auditeur, dans le spectateur, dans le sujet. Donc ça, c'est une rupture qui se prépare déjà au XVIIe, comme on l'a vu, mais c'est une rupture essentielle, un point de non-retour par rapport au modèle classique. Donc il y a la reconnaissance de la nature subjective, puisque c'est ça la révolution, la subjectivité, la nature subjective du beau, et qui va aboutir logiquement à mettre l'accent sur le plaisir, sur la notion de plaisir esthétique, c'est-à-dire, comme nous a déjà dit notre philosophe Lucienne, ce qui est beau, c'est ce qui me plaît. Ça restera dans les annales. Voilà, donc ça c'est typique du siècle des Lumières. Et quelque part, on va encore le retrouver à l'époque romantique. Donc, le plaisir esthétique. Donc, c'est la considération du plaisir qui devient dominante pour comprendre l'essence de la beauté. On a vu aussi que le XVIIIe siècle n'invente pas pour autant un nouveau modèle, c'est-à-dire un nouveau paradigme, une nouvelle matrice esthétique, ne va pas jusqu'au bout de cela, pour inventer un nouveau modèle qui aurait pu détrôner le modèle classique, et qu'il faudra attendre Kant, avec sa fameuse critique de la faculté de juger, la troisième œuvre critique de Kant, pour poser les bases, plus que les bases, vraiment les fondements essentiels d'un nouveau modèle, d'un nouveau paradigme qu'on va appeler le modèle critique, qui, sur le moment, ne va pas avoir une grande répercussion parce qu'il va être éclipsé par le modèle romantique, qu'on va voir aujourd'hui, mais qui, en fait, va influencer quand même beaucoup d'artistes au 19e, et on va voir, et ça on le verra la semaine prochaine, au 20e, avec l'art moderne, l'art abstrait, l'art contemporain, que les références à Kant, à ces notions du beau, à ces notions du sublime, etc., vont revenir. Donc il ne va pas avoir peut-être un impact immédiat, Kant avec son modèle, qui est quand même assez abstrait et transcendant, mais il va grandement influencer par la suite. Vous vous rappelez que Kant s'interroge et essaie plusieurs définitions du beau. Le beau est l'objet d'un plaisir désintéressé, va-t-il dire, donc la notion de gratuité, de désintérêt, de désintéressement, pas désintérêt, mais de désintéressement par rapport au beau, que le beau est aussi ce qui plaît universellement sans concept, que c'est aussi la forme d'une finalité, la forme donnée à une finalité. Et là, on va avoir toute la différence entre une beauté adhérente et une beauté libre, c'est-à-dire une beauté libre par rapport à un objet qui n'a pas à montrer ou à prouver ce qu'il doit être. On reviendra sur cette notion de beauté libre qui va revenir au XXe siècle en force. Et le beau aussi qui est l'objet d'une satisfaction nécessaire, cette notion de nécessité, qui est un peu comme la notion d'universalité. Donc plusieurs définitions du beau
Et le modèle critique de Kant peut ainsi se résumer par rapport, vous vous rappelez, nos 5 critères. Là, simplement, je reprends ce qu'on a vu la semaine dernière pour accrocher un peu les wagons. Donc la localisation du beau, eh bien, il est ce beau dans le sujet, dans l'être humain, dans le sujet, et non plus dans l'essence de l'être. Donc on a une sorte d'immanence, entre guillemets, par rapport à la transcendance du beau jusqu'alors, dans le modèle classique. Le beau se définit par la liberté du jeu du sujet, c'est-à-dire qu'il y a un côté jeu dans l'art, ce qui l'oppose au travail de l'artisan, par exemple, qui lui est soumis à un certain nombre de contraintes. L'artiste, lui, peut jouer, peut se libérer d'un certain nombre de règles. L'art va avoir un statut différent chez Kant, puisque l'art n'est plus soumis au beau, mais puisqu'il ne doit plus être l'imitation du beau de la nature, mais l'art acquiert une autonomie, une indépendance, notamment par rapport à la nature, par rapport à la science, par rapport au métier, et même l'art peut être parfois supérieur à la nature ou à la science. L'appréhension du beau, eh bien, c'est le sentiment du plaisir pur. Et la production de l'art, c'est-à-dire quel est le statut de l'œuvre d'art, eh bien, c'est la présentation de formes libres. C'est-à-dire que l'artiste n'est plus soumis à l'imitation d'un modèle, mais il peut justement rechercher cette beauté libre. Et vous savez que Kant est très attaché à la notion de liberté, eh bien ça se traduit aussi dans l'art. Alors, Kant a le mérite de proposer, de poser les principes d'un art renouvelé qui tente surtout de surmonter les contradictions de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, il est rationalité, bien entendu, mais il est aussi sensibilité. Donc c'est une recherche transcendante, puisque Kant c'est quand même l'idéalisme même transcendantal, dit-on, mais il y a la prise en compte de cette sensibilité du sujet. Et il prépare donc d'une certaine manière la révolution romantique et un certain nombre de recherches plus contemporaines. Et le problème, c'est que ce modèle critique va être tout de suite, comme je l'ai dit déjà, éclipsé par le modèle romantique, qui est finalement le modèle qui va suivre et qui va remplacer le modèle classique, en grande partie, en tout cas pour un certain nombre de disciplines artistiques. C'est ce modèle romantique qui va prendre la suite du modèle classique. Et on reviendra à Kant, comme je le disais, plus tard. Il va y avoir des résurgences à la fin du 19e ou au 20e. Alors, donc aujourd'hui, nous nous consacrons à l'explication de ce modèle, de ce paradigme romantique qui va durer relativement peu de temps, mais qui marque encore les esprits aujourd'hui. Alors, l'adjectif déjà... Oui, Cathy ? Il me semble que tu devais parler du sublime chez Kant. Oui, absolument. Mais je voulais initialement commencer avec ça, avec la différence du beau et du sublime, et finalement, j'en parlerai après, un petit peu après. Mais oui, tout à fait. C'est un point très important pour bien comprendre le romantisme. La différence entre le beau et le sublime qu'on va trouver évidemment chez Kant, mais aussi chez Burke et chez Schopenhauer, chez Nietzsche, chez Hegel. Enfin bon, merci de ce rappel. Je n'ai pas oublié le sublime. Alors, je disais romantique. Romantisme, ça vient d'où ? L'adjectif romantique, il a toute une histoire. Il apparaît à la fin du XVIIe, vous voyez, assez tôt, mais dans un sens plutôt péjoratif, dans le sens de romanesque, de fantaisiste, la fantaisie.
l'irréel. Hein, et ça s'applique surtout à la littérature d'un genre nouveau. Et d'abord, cet adjectif est donc assez négatif, hein, assez péjoratif, dans le sens d'étrange, fantaisiste. Au XVIIIe, c'est surtout l'Angleterre et l'Allemagne qui vont utiliser cet adjectif. Alors là, tout au contraire, dans un sens d'éloge. Pour signifier d'abord le caractère pittoresque d'un paysage. On va parler d'un paysage romantique, pittoresque. Et c'est même Jean-Jacques Rousseau qui parlera de ce romantique comme l'expression d'une naïveté spirituelle et piquante, c'est-à-dire une sorte d'innocence, de naïveté, mais dans l'esprit de Jean-Jacques Rousseau, c'est un compliment, hein, c'est un éloge. C'est un éloge fait à cette qualité, hein, du paysage et de la littérature romantique. Et finalement, c'est en Allemagne que le terme s'emploie par opposition à classique. Hein, on va opposer, et ça c'est Goethe, on va trouver chez Goethe l'opposition classique-romantique. Alors, ça c'est pour un peu l'histoire de l'adjectif romantique. Le romantisme, en tant que tel, va être le fondement de l'esthétique au sens actuel du terme. Vous savez que le terme esthétique date de 1750, avec Baumgarten, et ce qu'on entend aujourd'hui encore par esthétique est souvent lié à ce modèle romantique. Il apparaît, ce mouvement romantique, à la fin du XVIIIe, en Allemagne. Ce modèle est très très attaché à l'idéalisme allemand, en fait. Et pourquoi n'est-il en Allemagne à la fin du XVIIIe ? Eh bien, pour sauvegarder une spiritualité qui est considérée mise en danger par une société qui devient déjà à l'époque trop industrielle, trop rationnelle et trop matérialiste. Donc fin du XVIIIe. Et il est vrai qu'au XIXe, ça va s'amplifier. On assiste à un changement profond de société, puisque le progrès technique s'accélère, la civilisation industrielle finit par s'imposer, et donc cela pose un certain nombre de nouvelles questions qu'on ne s'est jamais posées jusqu'alors, comme par exemple à quels archétypes, à quels modèles se référer pour construire une usine, pour construire une gare, pour construire un palais d'exposition. C'est-à-dire tous ces bâtiments qui sont directement liés à la révolution industrielle et au développement de cette société industrielle. C'est pour ça que l'Angleterre, l'Allemagne, la France vont être un peu les pionniers de cela. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a aussi le fait que le progrès est porteur d'un espoir formidable, dans une humanité plus heureuse, demain sera toujours meilleur et plus heureux, mais la société va aussi fabriquer des pauvres, des exclus, et les romantiques voient un danger qui menace l'individu. Et une des caractéristiques de l'artiste romantique, c'est qu'il va se faire le champion du faible, de l'opprimé, contre le fort et contre la puissance du système. Donc il va prendre fait et cause pour le pauvre, l'opprimé, contre l'oppresseur, et il va militer, et il va être très critique contre ce système industriel qui pour lui menace l'individu. Et donc il va y avoir dans le modèle romantique, chez l'artiste romantique, une implication politique forte.
ce qu'on va retrouver notamment chez nos grands poètes romantiques qui vont exalter la dignité du pauvre, de l'opprimé contre l'oppresseur. Comme dit Goethe déjà en 1829, le développement des machines m'inquiète et me tourmente. Il menace au-dessus de nous, lentement, lentement comme un orage, mais il a pris son cours. Il va nous atteindre. Bon. Goethe, philosophe, poète, visionnaire, puisque dès 1829, il voit bien que il va y avoir une sorte de rouleau compresseur du système industriel et que ceci met en danger pas simplement l'individu, mais la puissance créatrice, notamment du génie, de l'artiste génial. Alors, l'idéalisme allemand est la première expression, en fait, systématique du romantisme. Il faut bien redéfinir ce qu'est le romantisme, parce que parfois on en a une vision un petit peu romantique, entre guillemets, enfin, un peu floue. Et en fait, c'est un mouvement qui est directement associé à l'idéalisme allemand, avec la recherche d'un idéal de beauté. Il va prendre son essor donc alors que la Révolution française bouleverse l'ordre ancien en Europe, et c'est dans le prolongement de la pensée de Kant que ce projet philosophique, parce que le romantisme c'est aussi un projet philosophique, que ce projet va prendre son essor, et il va culminer dans ce qu'on appelle l'idéalisme absolu d'un certain Hegel. Donc, pour revenir aux sources philosophiques du romantisme, il faut savoir que ce sont les idéalistes comme Fichte, je vous ai marqué au tableau, Fichte, Schelling, Hegel, qui vont proposer des systèmes qui ont pour ambition de rendre compte de la totalité, de la totalité du réel, à partir d'un principe unique, qui sera soit le moi supérieur, soit l'identité, soit l'esprit. Vous vous rappelez, chez Hegel, l'esprit. Sur les idées qui mènent le monde, c'est l'esprit, toute l'histoire, et cet accomplissement de l'esprit qui va culminer dans la philosophie et dont l'art est une étape. Donc ça, c'est pour les philosophes idéalistes qu'on avait étudiés l'année dernière. Et en même temps, on a tout un mouvement littéraire qu'on va appeler romantique autour des frères Schlegel et Novalis. Novalis qui est aussi pionnier de ce mouvement esthétique et littéraire du romantisme allemand. Et c'est souvent ce qu'on appelle d'ailleurs le romantisme, c'est-à-dire le romantisme littéraire, beaucoup plus que philosophique. Donc, le romantisme naît de cette relation, qui est souvent conflictuelle d'ailleurs, entre un mouvement littéraire à prétention théorique, c'est-à-dire un mouvement littéraire qui a la prétention d'apporter de nouveaux fondements, avec les Schlegel ou Novalis, et des philosophies ou des philosophes qui ont eux aussi une visée systématique, c'est-à-dire d'expliquer le réel à partir d'un principe. C'est pour ça qu'on les appelle des idéalistes, puisqu'ils essaient de revenir à un principe idéal qui pourrait expliquer le monde. Donc le modèle romantique, qui est le troisième et paradigme de la philosophie esthétique, après le classique et le critique, naît de cette conjonction entre une réflexion philosophique qui se veut systématique, c'est pour ça qu'on va parler de système, notamment avec Hegel, et de recherche littéraire qui veulent renouveler le genre. Donc c'est ça qu'on appelle le mouvement romantique, cette conjonction de philosophes et
d'auteur littéraire. Et ce romantisme va être dès l'origine un modèle éclaté. C'est-à-dire, autant on peut dire que le modèle classique a été initié par Platon, continué par Aristote ou Plotin, hein, il y a toute une lignée, que le modèle critique, c'est Kant. Le modèle romantique, lui, est éclaté puisqu'il y a plusieurs auteurs qui contribuent à construire ce modèle. Alors, qui sont-ils ? Eh bien, cette esthétique romantique, prise dans sa dimension philosophique, va s'organiser autour de 5 auteurs fondamentaux. Donc, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche et Heidegger. Disons, Schelling, le poète Schelling, Hegel, grand philosophe de l'idéalisme absolu, Schopenhauer, Nietzsche et Heidegger. Alors, je ne vais pas du tout développer philosophe, c'est pas le but, mais c'est pour vous montrer les racines philosophiques de ce romantisme qui est, j'insiste, très associé à l'idéalisme allemand. Alors, en général, il y en a seulement 2 d'entre eux qui sont considérés comme des romantiques. C'est Schelling et Schopenhauer. Et Hegel et Nietzsche sont souvent pas considérés comme des romantiques parce qu'ils vont quand même s'en démarquer très clairement. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'une chose, c'est de condamner le romantisme des autres et de dénoncer les faiblesses d'un système ou d'une vision, et autre chose, c'est de proposer un autre paradigme. Et de ce point de vue, on peut dire que Hegel et Nietzsche vont se démarquer du romantisme, ils vont en dénoncer un certain nombre de faiblesses ou de manques, mais globalement, on peut dire qu'ils restent quand même dans cette vision, dans ce schéma romantique. Je vous en donnerai des exemples tout à l'heure. Et pour Heidegger, là la question aussi se pose encore plus, savoir si on peut le classer chez le romantique. Lui aussi, il va beaucoup étudier le modèle romantique, va s'en démarquer largement, et il va y avoir, disons, une plus ou moins grande proximité avec le romantisme. Voilà simplement pour citer un certain nombre de philosophes qui vont être source de ce modèle et qui vont beaucoup écrire sur l'art et le beau. Alors, le romantisme va se diffuser à toute l'Europe jusqu'à peu près aux années 1850. Donc, vous voyez qu'il couvre une période courte par rapport au modèle classique. Il n'y a vraiment rien à voir. C'est même pas, on va dire, un siècle. Un siècle après les 20 siècles du modèle classique. C'est dire si, puisqu'on en parle encore aujourd'hui et qui marque beaucoup les esprits, la puissance quand même, la concentration de ce modèle qui va changer beaucoup de choses dans la vision esthétique. Ce romantisme, il va s'exprimer essentiellement dans la littérature, donc je l'ai dit, la peinture, la sculpture, la musique, évidemment, la politique. Puisque, comme je disais tout à l'heure, les artistes romantiques sont souvent des artistes engagés au point de vue politique. Par contre, il y a un domaine où on va peu trouver ce modèle romantique, c'est l'architecture, où là va dominer l'autre modèle du 19e, qui est ce qu'on appelle le modèle néoclassique. Modèle néoclassique qui, lui, va s'inspirer beaucoup plus du modèle classique que du modèle romantique. Donc avec un certain nombre de règles, de principes du classicisme, c'est pour ça qu'on appelle le néoclassicisme, ce qu'on va aussi trouver en peinture, alors que dans la poésie, la littérature, la peinture, la musique évidemment, c'est la musique où le romantisme va culminer le plus, là
la subjectivité de l'artiste et son souhait de défier les règles classiques va pouvoir s'épanouir largement. Alors, que cherche l'artiste romantique? Il cherche à explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme. Exprimer ses états d'âme, et si état d'âme vous semble un petit peu péjoratif, on va dire ses sentiments. Il est donc une réaction du sentiment contre la raison. Là, il y a vraiment une rupture, mais vous voyez, qui a été préparée, parce qu'on a vu la semaine dernière, une réaction donc du sentiment contre la raison et qui va exalter le mystère, le fantastique, qui cherche l'évasion, qui cherche une sorte de ravissement dans le rêve et dans ce fameux sublime. C'est le début de l'inconscient aussi, oui. Romantisme. Oui, tout à fait, avec les découvertes de tout ce monde mystérieux, non rationnel, inconscient, qui est tout aussi important, voire plus que le monde rationnel, et qu'il s'agit de transcrire. Tout à fait. Il va aussi chercher l'exotisme. On va voir un certain nombre d'artistes qui vont aller en Orient pour s'inspirer. Il y a toute une mode japonisante à un moment donné. En tout cas, l'Orient est vu comme un ensemble de visions qui peut régénérer, qui peut ressourcer, qui peut inspirer l'artiste. Il est donc l'expression d'une sensibilité passionnée, parfois mélancolique, parfois nostalgique, d'un passé révolu. Et ce qui est très important dans le modèle romantique, c'est que le sentiment est un état où le sujet donc perçoit, donc ressent, mais aussi se voit en train de percevoir et de ressentir. C'est-à-dire, il y a une sorte d'auto-référencement. C'est la pierre angulaire. Voilà, du modèle romantique, c'est-à-dire qu'il c'est pas simplement qu'il ressent avec cette sensibilité parfois exacerbée, parfois un peu tourmentée, mais qu'il se voit et se raconte, parfois en train de percevoir et de ressentir. Et ça, c'est très important parce que c'est contre ces excès, c'est toujours pareil, d'une sorte de délectation, comme dit Jacqueline, qu'il va y avoir ensuite, notamment en peinture, comme on le verra la semaine prochaine, des réactions comme peuvent être le cubisme ou l'art abstrait, où on veut mettre un terme à cette exaltation de la subjectivité et du sentiment. Donc le sentiment et aussi le culte de l'individualité, c'est-à-dire la subjectivité de l'individu, sont considérés comme des préalables nécessaires à toute activité créatrice. Disons qu'il faut parfois un peu les brider. Parce que quand ils sont exaltés, mais que c'est un peu, comment dire, un peu du délire, les yeux ouverts ou quoi, vous voyez, il faut quand même un petit peu les remettre un peu à raison, les ramener un peu quand même. Ça c'est ton point de vue, parce que c'est vrai qu'il y a cette exaltation et ce culte de l'exaltation, on va le voir, mais qui fait aussi tout le charme et qui s'explique aussi par le fait que l'artiste romantique veut transgresser les règles, les contraintes, et il voit le modèle classique souvent comme un ensemble de contraintes et de règles insupportables, et que lui étant un artiste génial, parce que comme on va le voir, le romantisme est associé à cette notion de génie, du génie créateur, là, il ne peut pas être bridé.
Hein, quand on est un artiste génial, il faut pouvoir s'exprimer. Alors, une des idées donc les plus novatrices de ce mouvement est le concept du génie artistique. Le génie artistique est irrationnel, il est créatif, il est animé d'une liberté intérieure capable de briser justement le carcan des codes et des conventions, et il va puiser dans sa subjectivité la source de ses créations. Donc, bien sûr, il va prêter l'oreille à l'inspiration, parfois l'inspiration divine, à l'intuition et surtout à ses passions. Donc, c'est une nouvelle conception de l'art qui naît, comprise comme liberté absolue de création. Et c'est justement, on ne peut pas brider l'artiste romantique, puisque son génie s'exprime dans cette démesure. Oui, mais il en est malheureux après. Ah, après, je sais pas, il en est malheureux, ça c'est sûr. L'artiste romantique est souvent un artiste tourmenté, mais ça fait partie du sublime, comme on va le voir. C'est-à-dire qu'il peut être à la fois heureux et tourmenté. Et c'est justement ce tourment. C'est pour ça que je disais, c'est souvent nostalgique. Je vous parlerai de la poétique des ruines, c'est-à-dire ces artistes qui se baladent dans les ruines de l'Antiquité, avec cette nostalgie et cette exaltation. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer tout à l'heure avec le sublime. C'est-à-dire que le sublime romantique, qui n'est pas le sublime antique, le sublime romantique allie une exaltation joyeuse et une très grande souffrance. C'est les deux en même temps. Bon. Alors, donc, un nouvel art qui refuse les contraintes et qui revendique le droit à l'imagination. Et là, cette imagination, elle est considérée pas du tout comme la folle du logis, mais comme la vertu essentielle de l'être humain, et notamment de l'artiste. Et l'artiste a le droit de s'exprimer selon son propre langage. Alors, comment peut-on résumer le modèle romantique par rapport à nos cinq critères? Parce que là, il y a un renversement total par rapport au modèle classique. Notamment, donc, le beau. Où est le beau? Eh bien, pour le romantique, il est dans l'art. Le beau est dans l'art qui manifeste l'absolu. Le beau est dans l'art qui manifeste l'absolu. J'y reviendrai, je vais expliquer ce que ça veut dire. Le beau n'est plus dans l'essence de l'être, le beau n'est plus dans le sujet. Le beau est dans l'art qui manifeste l'absolu. C'est-à-dire, comme on va le voir, il y a une exaltation de l'art qui va placer le beau à l'arrière-plan. C'est-à-dire que l'art humain, on n'est plus dans la reconnaissance de ce beau naturel, de ce beau dans la nature, de ce beau dans le monde intelligible. Non, le beau est dans l'art qui manifeste l'absolu. Dans la nature aussi, ils sont très... il y a un terme en allemand qui est Naturgefühl pour cette période romantique. C'est-à-dire que pour être plus apaisés, ils ont besoin d'aller au-devant, d'aller dans la nature et d'être au contact des éléments, au contact oui, de la... Oui, mais attention, cette nature, elle est très différente de la nature classique. La nature classique est source d'harmonie, d'inspiration, de beauté. Le beau est dans la nature, dans le modèle classique. Là, la nature, et je vais vous donner des exemples qui ont décrit la nature, elle est tourmentée. Eux-mêmes étant tourmentés, ils vont peut-être s'apaiser dans la nature, mais je vous assure que la nature, elle n'est pas source d'harmonie. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le sublime romantique n'est pas le sublime de la nature. C'est une autre vision. Oui, tout à fait.
donc Victor Hugo. Donc c'est un autre rapport à la nature. C'est un autre rapport à la nature dans la vision romantique. Alors, le beau, comment se définit le beau? C'est la révélation de la vérité. Ça, c'est très fort. C'est-à-dire, le beau permet de révéler le vrai. Vous voyez, cet aspect idéaliste et aussi absolu qu'il y a dans le romantisme. La révélation de la vérité. Le statut de l'art, on a vu, il était inférieur jusqu'à maintenant, égal, moi avec Kant. Bon, c'est sûr que dans le modèle romantique, l'art, il est supérieur. C'est-à-dire que l'art humain est supérieur au beau de la nature. Le beau humain, le beau créé par l'homme est supérieur au beau de la nature. Et il y a donc supériorité de l'art, exaltation de l'art. On met l'art au pinacle. Le beau est appréhendé comme la connaissance ultime. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est dans le registre de la connaissance. Et ça, c'est Kant aussi qui a fait son travail. En distinguant les jugements de connaissance, les jugements esthétiques. Pour le romantique, le beau s'appréhende comme étant une connaissance ultime. Donc, il n'y a pas simplement une sensibilité ultime, mais une connaissance. Et enfin, l'œuvre d'art révèle la puissance créatrice de l'humanité. L'œuvre d'art, elle est magnifiée, elle est exaltée aussi. Elle révèle la puissance créatrice de l'humanité. Et quelque part, l'artiste, on attend de l'artiste romantique le salut de l'humanité. C'est l'artiste qui va sauver le monde. Et ça, c'est très très clair chez un Nietzsche, même chez Schopenhauer. C'est-à-dire, on attend beaucoup de l'artiste. C'est un statut complètement différent qui va mettre vraiment en grande lumière l'art et l'artiste. Voilà comment on peut résumer, disons, cette révolution romantique qui fait 180 degrés par rapport au modèle classique et qui est quelque part un peu préparée quand même par les réflexions de Kant. Alors, le beau est dans l'art, je ne vais pas reprendre tous les critères, mais reprendre quelques éléments essentiels pour comprendre ce romantisme. Le beau est dans l'art qui manifeste l'absolu. Un autre point très important, c'est que le beau est inférieur au sublime. C'est pour ça que la notion de beau va être un petit peu éclipsée dans le romantisme, puisqu'ils vont exalter le sublime, mais pas le beau qui est pour eux peut-être un peu fade. Alors, c'est ce que dit Hegel, d'entrée de jeu, dans les premières lignes de son cours d'esthétique. Il dit ceci. Cet ouvrage est consacré à l'esthétique, c'est-à-dire à la philosophie, à la science du beau, plus précisément du beau artistique, à l'exclusion du beau naturel. Bon, Hegel, c'est le monde de l'esprit, donc vous voyez, il s'intéresse au beau artistique, à l'exclusion du beau naturel. La nature, on n'en parle pas. D'après l'opinion courante, et en fait, il dit l'opinion courante, mais là ça veut dire selon le modèle classique, la beauté créée par l'art serait bien au-dessous du beau naturel. La beauté créée par l'art serait bien au-dessous du beau naturel. C'est-à-dire, dans le modèle classique, le beau est dans l'essence de l'être et donc aussi dans l'essence de la nature. Et le plus grand mérite de l'art consisterait à se rapprocher dans ses créations du beau naturel. C'est toute la notion classique de l'imitation. L'artiste ne peut de toute façon qu'imiter le beau de la nature parce qu'il n'y a pas mieux. Mais nous croyons pouvoir affirmer, à l'encontre de cette manière de voir, donc là c'est un manifeste de renversement, que le beau artistique est supérieur au beau naturel. Parce qu'il est un produit de l'esprit. Bon, là, c'est clair. On peut résumer la révolution romantique par ça. Le beau artistique est supérieur au beau naturel parce qu'il est un produit de l'esprit. Le beau artistique tient sa supériorité
du fait qu'il participe de l'esprit et par conséquent de la vérité. Voilà. Et c'est l'esprit, donc pour Hegel et pour ces romantiques, qui est la source de liberté, de subjectivité, et la nature est vue un petit peu comme quelque chose d'inerte, hein, de mécanique, on avait vu, hein, de nécessaire. Hein, on l'avait vu déjà, cette vision qui commence à grandir. Donc il n'y a pas à s'émerveiller plus que ça devant cette nature qui est objective et un peu mécanique, alors que devant le beau créé par l'homme, là oui, on peut être fasciné. Ça veut dire que, contrairement au modèle précédent, le romantisme, oh oui bien sûr, ça se discute, le romantisme fait de l'art l'expression la plus haute et la plus adéquate du beau. Alors, c'est la supériorité spirituelle de l'art sur la nature est une des caractéristiques de la vision romantique. C'est pour ça que peut dire que même s'il dure en tant que tel jusqu'au milieu du 19e, il va beaucoup marquer les esprits jusqu'à aujourd'hui. Hein, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le romantisme fait de l'art l'expression la plus haute et la plus adéquate du beau. C'est-à-dire, on va glisser d'un intérêt pour le beau vers un intérêt pour l'art. Le beau, c'est pour ça qu'on dit que le beau devient une partie de l'art. C'est-à-dire, comme dit l'exégète, l'essence du beau se manifeste dans l'art, mais l'essence de l'art ne s'épuise pas dans la beauté. C'est-à-dire que le beau est tout entier dans l'art, mais il n'est pas l'art tout entier. C'est-à-dire que le beau est une partie de l'art, mais l'art dépasse largement cette notion du beau. Et c'est là où nous vient cette distinction très importante chez les romantiques du beau et du sublime, puisque si le beau n'est qu'une partie de l'art, quelle est l'autre partie? Qu'est-ce qui reste pour l'art? Eh bien, c'est le sublime. Alors, petite... Donc, Cathy, ça y est, on y est. Sublime. Petite parenthèse donc sur cette notion de sublime, parce qu'elle est vraiment très très importante. On s'est déjà intéressé, et dès l'Antiquité, à la notion de sublime. On ne peut pas croire que ça apparaît au XVIIIe, que c'est récent. Cette notion de sublime a déjà été théorisée dès l'Antiquité, et il y a un philosophe qui était un fervent admirateur de Platon, du nom de Longin, bon, pas hyper connu, mais il a écrit un traité du sublime, pour dire que cette interrogation sur le sublime, elle date pas du XVIIIe. Et lui, il parle surtout par rapport à un art qui est très important à l'époque, qui est la rhétorique, qui est l'art du discours et du langage. Alors, c'est intéressant parce qu'il commence son traité en opposant la persuasion, qui est le résultat attendu du beau discours, et dont l'auditeur reste le maître, c'est-à-dire il y a un effet de persuasion, hein, celui qui parle cherche à convaincre son auditoire, l'auditeur, mais l'auditeur reste maître de ses sentiments, de ses réactions. Et donc, cette persuasion, elle se distingue d'une autre réaction, qui est ce qu'il appelle l'extase. L'extase à laquelle le sublime conduit l'âme. Donc, quelque part, un discours assez rationnel, mais un peu enflammé, mais rationnel, peut persuader, mais ce qui va faire mettre les gens en extase, hein, c'est justement cette notion du discours sublime. Hein. Puisque ce discours sublime va apporter une force, une emprise irrésistible contre lequel
l'auditeur est incapable de résister, il va être entraîné. Quand le sublime survient, l'âme est emportée hors d'elle-même. Et il dit, je cite, « Car par nature, en quelque sorte, sous l'effet du véritable sublime, notre âme s'élève et, atteignant de fiers sommets, s'emplit de joie et d'exaltation, comme si elle avait enfanté elle-même ce qu'elle a entendu. » Donc, ce qui est des caractéristiques du sublime antique, c'est que ça produit une extase, une exaltation, mais de la joie. Donc c'est une joyeuse exaltation que produit le sublime, et surtout, il s'accomplit, grâce à ce sublime, un véritable mouvement ascensionnel de l'âme. C'est là où on voit qu'on est vraiment dans le modèle classique, c'est-à-dire que l'âme est transportée, elle est happée, elle est prise pour s'élever vers quoi? Vers les beautés du monde intelligible. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration vers les sommets, et elle est emportée vers les hauteurs de la pensée. C'est-à-dire, le sublime réside dans l'élévation. Et cette élévation qu'évoque Longin repose sur une véritable purification de l'âme. Et là, on retrouve vraiment le sens platonicien du terme, ou Plotin. Plus encore Plotin, les néo-platoniciens, où il y a vraiment cette fameuse catharsis, cette purification de l'âme qui peut donc s'élever. Dans le sublime se dévoile la parenté de l'homme avec le divin, c'est-à-dire, si on ne veut pas employer ce terme de divin, le monde intelligible, le un, l'absolu. Donc, même si il y a un choc, où il y a une certaine violence quand même, dans le discours sublime, il y a un petit caractère un peu foudroyant, c'est tout à fait secondaire par rapport à la puissance ascensionnelle que produit cette parole ou ce discours, ou cette poésie. Donc, là, Longin s'intéresse surtout à la force de la parole, du discours, du langage. La nature n'est pas la source du sublime antique, puisque la nature est plus source d'harmonie, d'apaisement, d'équilibre. Par contre, le sublime est associé à cette parole humaine, cette capacité de l'homme par son langage, par ses figures de rhétorique, d'élever l'âme. Donc ça, c'est la vision antique du sublime. Kant, lui, il va révolutionner, puisque dans sa critique de la faculté de juger, il y a tout un chapitre sur l'analytique du sublime. Et il y a un contemporain de Kant, qui est un certain Burke, qui va aussi s'intéresser à cette notion. Et le sublime chez Kant, chez Burke et chez les romantiques, c'est que c'est associé toujours à un mélange de plaisir, donc d'exaltation, et de souffrance, et de peine. Donc le sublime produit une émotion violente, certes, un puissant mouvement de l'âme, un ébranlement de nos facultés supérieures, mais il procure toujours un plaisir paradoxal, qui est toujours associé à de la souffrance. Donc c'est un sublime qui n'est pas simplement joyeux ou ascensionnel, c'est un sublime plus ambivalent. Perception d'une souffrance. C'est aussi, comme dit Kant, une expérience de l'infini.
expérience de l'infini est sublime, ce en comparaison de quoi tout le reste est petit. Donc ça donne un avant-goût de ce qui est infini. Et justement, ce fameux Burke, il dit quelque chose d'intéressant dans son essai sur les recherches du sublime et du beau. Il dit « En interprétant le sentiment du sublime comme un état d'âme provoqué par les violentes manifestations de la nature, qui par les cataclysmes ou les visions troublantes frappe l'homme de stupeur. » Donc, chez le romantique, la nature va être source de cette réaction ambivalente, à la fois fascinante et terrifiante, qui est le sublime romantique. C'est-à-dire que dans la poétique des ruines, on est exalté par cette vision de l'Antiquité, mais en même temps, il y a cette profonde mélancolie ou nostalgie que ce monde n'est plus. Et le sublime investit la nature, cette nature, elle est investie de cette notion de sublime parce qu'elle est ambivalente. Cette nature, elle est fascinante, mais elle est aussi très violente. C'est pour ça qu'il y a mise en évidence des cataclysmes, de tout ce qui est fonctionnement extrême de la nature. La nature n'est plus source d'harmonie et d'apaisement, seulement. Et il dit donc, l'état d'âme provoqué par les violentes manifestations de la nature, qui par les cataclysmes ou les visions troublantes, frappe l'homme de stupeur. Et là, il rompt vraiment avec, et Kant aussi, avec cette notion classique de la nature. Donc, la sensibilité romantique va s'emparer du sublime de la nature pour en faire un des thèmes de prédilection. Donc, vous voyez, cette notion de sublime, elle existe dans les trois modèles, dans le modèle classique, dans le modèle critique de Kant et le modèle romantique, mais ce n'est pas la même chose qu'on met derrière le concept de sublime. Chez Schopenhauer, la distinction du beau et du sublime joue aussi un rôle essentiel. Et pour Schopenhauer, l'art manifeste le tragique, le déchirement de l'existence. Il est plus sublime que beau. Vous voyez, donc déchirement de l'existence, tragique. Et dans le romantisme, il y a vraiment cette vision du tragique de l'existence. Et on a souvent parlé du pessimisme de Schopenhauer. Bien sûr. Oui, oui. L'homme navigue entre l'ennui et la souffrance. C'est-à-dire, voilà, la psyché romantique, elle est déchirée. Et la nature est à l'image de ce déchirement, de ce tragique. Avec Nietzsche aussi, on peut dire que la beauté ne correspond qu'à un des instincts artistiques. C'est ça qu'il explique dans la naissance de la tragédie. On peut dire que Apollon, puisqu'il y a toujours cette dualité Apollon-Dionysos, Apollon c'est le beau, c'est-à-dire c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est Apollo, c'est-à-dire sans excès, sans extrême, la notion d'équilibre et d'harmonie, et Dionysos, qui est l'ivresse, l'extase, qui est la transgression, là, serait plus associé au sublime. Et on sait que Nietzsche a quand même une petite préférence pour Dionysos, pour cette mort et cette renonce. Donc, avec cette notion de sublime, on a cette association de l'art vraiment à l'absolu. Pour Hegel, aussi, l'art est supérieur à la morale et à la politique. L'art appartient à l'esprit absolu. C'est-à-dire, dans toute la dialectique de Hegel, l'art est une des expressions de l'esprit absolu. Il ne manquera plus que la religion et la philosophie dans le système de Hegel pour parachever l'accomplissement de l'esprit dans le monde manifesté. Mais l'art est donc en très bonne place par rapport à cette expression de l'esprit.
Donc, une autre caractéristique de l'art, du modèle romantique, c'est que l'art est considéré comme supérieur et il y a une exaltation de l'art. Et ça, c'est une caractéristique. Partout où l'art est exalté, il y a romantisme. C'est-à-dire, on place l'art vraiment au sommet de l'expression humaine. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'agit presque de sacraliser l'art. C'est-à-dire que l'art devient une nouvelle religion, une nouvelle mythologie qui va sauver le monde. Après l'affaiblissement des dieux grecs, l'affaiblissement du dieu chrétien, la toute-puissance de la raison, on attend de l'art à ce qu'il sauve le monde. L'art, là, le futur sera artiste ou ne sera pas. On compte sur l'art et sur les artistes pour régénérer, pour sauver. C'est vraiment sauver le monde. C'est vraiment une question de salut. C'est une question essentielle. Il y va du salut de l'Occident. Et c'est pour ça qu'il y a ces pages de Nietzsche aussi qui sont extrêmement exaltées. À qui va-t-il faire référence? À Zarathustra, c'est-à-dire au monde de l'Orient. Et il va exalter ce sens du tragique. Et le rôle de l'artiste pour sauver le monde occidental. Mais avec le personnage de l'ermite, il y a la rencontre avec l'ermite, des personnages très solitaires quand même chez Nietzsche. Et l'artiste, il n'est pas solitaire? Le génie est solitaire. Parce que oui, il se sent, et cette sensibilité exacerbée, il ne se sent pas forcément compris, il combat le système, donc c'est le tragique de la solitude, de l'artiste solitaire, ça c'est sûr. Et il y a le micro qui commence à fatiguer, alors on va faire la pause. Alors, autre élément sur l'art romantique. Sur l'œuvre d'art. L'œuvre d'art qui révèle la puissance créatrice de l'humanité. Donc, il est clair que pour le romantisme, l'art n'est plus pensé à partir du principe de l'imitation. Toute tentative d'imposer à l'art des règles de production disparaît. Et donc, la notion fondamentale à partir de laquelle le romantisme conçoit la production artistique, c'est la notion du génie. Puisque l'art romantique, c'est le triomphe de la subjectivité, et l'art romantique cherche à exprimer toujours plus l'intériorité subjective de l'artiste génial. Et oui. Alors, c'est comme pour le sublime, on ne peut pas dire que la notion de génie artistique est complètement nouvelle. Elle a toujours existé. Déjà, Platon évoquait l'inspiration divine de l'artiste, et il est évident que le modèle classique a aussi toujours reconnu l'insuffisance de la simple connaissance des règles pour faire une œuvre d'art digne de ce nom. Mais le génie dans l'art classique est plutôt considéré comme un supplément d'âme, vous voulez, indispensable, qui vient s'ajouter au respect des règles. C'est-à-dire l'artiste génial, antique, mais qui n'est pas promu en tant que tel, il respecte les règles, et puis il y a le petit plus, le supplément, l'étincelle qui fait que, voilà, on va parler encore d'un Phidias, d'un Praxitèle, et que les autres sont un peu plus laborieux dans ce respect des règles, mais il n'y a pas ce souffle du génie. Donc, bien sûr, le modèle classique reconnaît le génie, mais à partir de Kant, et ce qui sera repris par le modèle romantique,
le génie n'est plus simplement un complément, un plus, mais c'est ce qui oblige à abandonner le principe même d'obéissance aux règles et aux conventions. C'est-à-dire que le génie devient le sujet absolu, le sujet qui est à l'origine de son propre monde et qui va donc inventer ses règles. C'est-à-dire que le génie n'est plus un complément, mais permet de transgresser les règles, de ne pas se soumettre aux règles, d'inventer ses propres règles. C'est pourquoi les trois arts romantiques par excellence sont la peinture, la musique, qui est tout entière rapportée à l'intériorité du sentiment et de l'âme, et la poésie. Et la poésie qui exprime là aussi l'intériorité du concept. Alors, ce que je vais expliquer là maintenant, parce que ça va nous préparer aussi à la semaine prochaine, cet art romantique, comme un stade quand même important de la subjectivité, va aboutir peu à peu à la dévalorisation de l'œuvre au profit du génie, c'est-à-dire dévalorisation de l'objet au profit du sujet. Et oui, au profit du sujet et de sa perception. Et ceci va se faire en 3 étapes. Et je crois que c'est important de voir cela pour comprendre mieux ce qui va se passer à partir du milieu du 19e et au 20e. On a une étape qu'on appelle le triomphe de l'accidentel et du banal dans le choix des thèmes de l'œuvre d'art. Puisque, et ça c'est Hegel qui le dit, lorsque c'est l'intériorité subjective de l'âme qui devient le moment essentiel de la représentation, la question de savoir quel est exactement le contenu de la réalité extérieure à travers lequel l'âme pourra se manifester ne présente aucune importance. C'est pourquoi tout peut trouver place dans la représentation romantique. Le grand et le petit, l'important et l'insignifiant, le moral ou l'immoral, le mauvais, et plus l'art se sécularise pour ainsi dire, plus il s'enfonce dans le fini du monde. Plus il s'y attache, plus il lui attribue de valeur. L'artiste s'identifiant avec les choses à mesure qu'il les représente et tel qu'il les représente. C'est-à-dire que le sujet, enfin l'artiste donc, et sa perception éclipse peu à peu l'objet, jusqu'au fait de pouvoir choisir n'importe quel objet pour le représenter, puisque c'est pas tant l'objet tel qu'il est représenté que la subjectivité de l'artiste que l'on met en avant. Ceci va nous amener, il y a quand même aussi un point de non-retour à ce qu'on va appeler au XXe et au XXIe siècle le fameux ready-made de Duchamp, où n'importe quel objet trivial de la vie quotidienne, jusqu'à une cuvette, lavabo, peut être l'objet représenté, puisque c'est pas tant l'objet qui compte que la subjectivité, le fait que l'artiste va sublimer l'objet. Vous voyez comment, en quelques décades... Ah oui, mais... Comment on peut sublimer en fait un objet comme ça? Qu'est-ce qui va... Alors, disons... C'est... Oui, non, là je vais un peu vite avec pour aller jusqu'au Hegel, c'était un peu de la provocation, mais pour montrer que avec ce modèle romantique, il y a une dévalorisation de l'objet à représenter qui se fait. Le fait qu'il lutte contre le fait que l'œuvre d'art est devenu un objet qu'on achète. Oui. C'est surtout pour ça qu'il a commencé à banaliser et à faire n'importe quoi. Enfin, oui, entre autres. Et surtout que, les aspects, surtout que les artistes étaient des gens qui faisaient à la pièce. Oui, tout à fait. Oui.
Bon, le ready-made, c'était pas forcément... Mais c'est bon, pour montrer jusqu'à quel extrême ceci peut arriver. Mais dans le sublime et de ce qu'on parlait jusqu'à maintenant, en fait, l'artiste, il avait une intuition, il devait être guidé, en fait, par autre chose que lui. Canal. Donc, il devait apporter, en fait, quelque chose de supérieur. Alors que maintenant, en fait, on voit que c'est du commerce. Alors, oui, on verra la semaine. Non, on verra. Ça, c'est autre chose. On verra la semaine prochaine. Tous ces courants qui vont nous amener, mais pour essayer de comprendre et pas ça. Je continue. Si on prend Platon et Socrate, en fait, quand ils parlaient de l'art, c'était le beau, mais c'était pas forcément le beau dans la nature, mais le beau qui devait être venir en fait d'autres choses. Oui, bien sûr, il y avait un côté transcendant. Oui. Et le romantisme donc va reprendre en fait ça. Et non. Pourquoi ? Et non, justement, je l'ai expliqué depuis tout à l'heure. C'est l'inverse. Ce n'est plus le beau dans le monde intelligible. Ça, c'est fini. Ça, c'est le modèle classique. En fait, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui le fasse. Mais justement, on l'a vu dans la vision romantique, le sublime est beaucoup associé à la nature. Mais dans les manifestations les plus extrêmes de cette nature, les cataclysmes, le côté excessif de la nature n'est plus harmonieuse. Donc c'est une... Tu dois le trouver au-delà de la nature. Pas au-delà, il n'y a pas de notion d'au-delà. Puisque c'est le sujet, il y a un renversement avec le modèle romantique qui est préparé par Kant, il y a un renversement, c'est plus l'objet, c'est le sujet et sa subjectivité et sa sensibilité qui est mis en avant. Donc là où le génie trouve son génie, c'est en lui. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'auto-référencement. C'est pour ça qu'on est arrivé à... Ah mais j'en sais rien. Mais il faut bien comprendre la rupture. Alors, je continue. Il y a un mec qui tombe dans le vide, pour freiner le vide, il se tire par les cheveux. C'est-à-dire que c'est lui-même qui défile. C'est exactement le schéma. Alors, je reviens à mes étapes. Je reviens. L'objet, donc, réduit peu à peu à un simple prétexte pour affirmer l'intériorité subjective. C'est-à-dire qu'il y a une banalisation, dans le sens de cette banalisation de l'objet, c'est un prétexte pour affirmer l'intériorité subjective de l'artiste. C'est pour ça que, à la limite, on peut prendre n'importe quel objet, même le plus trivial, le plus banal, c'est pas ça qui est essentiel. Lorsque n'importe quel objet peut être représenté par l'art, il devient évident que la chose n'a plus de valeur en soi et qu'elle n'est plus qu'une sorte de faire-valoir de la subjectivité de l'artiste. Deuxième étape, c'est que l'objet devient l'occasion de prouver la virtuosité transfiguratrice de l'artiste. Et on va commencer à parler de virtuosité, notamment en musique. Vous avez quelques pièces, quelques pièces de Chopin, qui est un grand romantique, qui exige une virtuosité. C'est ça qui est mis en avant, la virtuosité transfiguratrice de l'artiste, et apparaît une notion tout à fait nouvelle qui est le style de l'artiste. L'artiste doit avoir du style, il doit se démarquer donc des autres. Et ceci renforce la domination de la subjectivité géniale de l'artiste. C'est-à-dire, c'est cette subjectivité qui devient la véritable finalité de l'œuvre. Et Kant a une responsabilité dans cette évolution, puisque c'est lui qui va parler de l'art comme libre jeu du sujet. Le sujet est libre d'exprimer sa subjectivité. Enfin, l'artiste devient à ce point l'essentiel dans l'œuvre que l'œuvre est à la limite inutile et superflue. Et là, on va aller à l'extrême de Hegel, qui va même parler de la fin de l'art. Comme on parle d'une fin de l'histoire,
d'une mort de l'art. C'est-à-dire, lui, dans son épopée de l'esprit, il y a un moment donné où l'art disparaît au profit de la religion et de la philosophie, puisque chez Hegel, il y a une telle valorisation du sujet que l'œuvre n'a même plus de sens. Vous voyez, jusqu'à quel extrême on peut aller si on pousse ce modèle. C'est complètement élitique. C'est complètement élitique. Et élitiste. Élitiste par rapport au génie. Mais attention, parce que l'artiste romantique défend les peuples et les opprimés. Hein, donc, Ils ont plus accès à l'art. les gens ont accès à l'art, mais l'œuvre d'art est le résultat de la subjectivité de l'artiste. Et c'est bien d'être en contact avec une œuvre géniale, l'œuvre d'un génie, de pouvoir profiter de l'œuvre d'un génie. Bon. Le sentiment religieux va être très important dans le modèle romantique. La troisième étape, c'était l'œuvre est superflue. Oui, l'œuvre d'art devient superflue, l'art devient superflu, donc l'art peut mourir. Et ça, c'est une question qu'on se pose encore aujourd'hui. Hein? C'est le même principe de l'art contemporain. Oui. Donc, ça veut dire qu'on est arrivé probablement au bout d'une certaine logique, hein, des paradigmes qui nous ont inspirés depuis 25 siècles, et que peut-être il y a un nouveau paradigme qui va voir le jour, mais pour l'instant, on ne voit pas trop les germes de ce nouveau paradigme. Bon. Alors, je voudrais vous montrer ce sentiment religieux et ce nouveau rapport à la nature. Ce nouveau rapport à la nature dont j'ai parlé par rapport au sublime. La nature, c'est des éléments déchaînés, démesurés, qui révèlent l'homme à lui-même. C'est-à-dire, pourquoi l'homme romantique va dans la nature? Pas tellement pour s'apaiser, mais pour trouver dans la nature un miroir, quelque part qui lui ressemble, avec des éléments aussi tourmentés qu'il ressent en lui-même. Je vais vous lire un petit passage d'un poète romantique anglais qui visite la Grande Chartreuse en 1751 et qui est vivement frappé du spectacle qui s'offre à lui. Et voilà comment il décrit la nature. Tantôt le torrent bouscule des fragments de roches qui y sont tombés. Tantôt il se précipite sur de vastes pentes avec un bruit semblable au tonnerre, et l'écho des montagnes redouble ce bruit. Le tout forme une des scènes les plus solennelles, les plus romantiques et les plus étonnantes que j'ai jamais vues. Pas un précipice, pas un torrent, pas une falaise qui ne soit gros de religion et de poésie. Voilà la nature romantique. Tout sauf calme, apaisée, harmonieuse, quoi. Elle est tourmentée, elle est cataclysmique, elle est tragique. Et la sensibilité romantique se retrouve dans cette nature qu'il va exalter. C'est un effet d'exaltation et qui va donner ce qu'on appelle la poétique des ruines, dont j'ai déjà parlé. Ce romantisme aspire donc aussi à un changement, désire une société nouvelle, fondée sur des valeurs solides et durables, c'est-à-dire qu'il y a une recherche de stabilité dans ce modèle romantique, conscient justement de cette mobilité incessante des goûts et de la subjectivité de chacun. Il y a cette volonté de trouver des fondements durables. C'est pour ça que c'est très lié au niveau philosophique à l'idéalisme. C'est un mouvement de révolte. Il faut bien voir, l'artiste romantique est un révolté. Un révolté solitaire, oui. Mais il s'implique activement dans l'histoire. Il reste dans l'opposition, il est en révolte permanente, pas simplement pour se libérer, lui, des contraintes et des règles, ou affirmer sa personnalité émotive et sensible, mais
pour contester un ordre social qui crée, d'après lui, trop d'opprimés et de déshérités. C'est vraiment une opposition à la société industrielle, qui a besoin donc d'autres valeurs plus spirituelles, de rêves et de transgression. Donc, la figure romantique par excellence, c'est celle du banni, de l'homme banni du système, qui lutte contre un ordre social injuste. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir bien dans la peinture. Je vais donner quelques exemples, puisque un certain nombre de peintres romantiques vont choisir leur sujet dans l'actualité. Voilà. Donc, on a par exemple Géricault, qui peint le radeau de la Méduse, pour donner simplement quelques exemples. Le radeau de la Méduse, Delacroix, qui peint les massacres de Scios, c'est-à-dire les massacres des Grecs, certains Grecs, par les Turcs, par les Ottomans. La liberté guidant le peuple, de Delacroix aussi, et Goya, Francisco Goya, qui va peindre les horreurs de la guerre, de manière extrêmement puissante. Donc, ça veut dire que l'art peut et doit être mis au service des nobles causes. Dénoncer l'injustice, dénoncer la violence, dénoncer la barbarie. Il y a un message politique, surtout dans la poésie et la peinture. La musique un peu moins. Il y a aussi un élément intéressant, c'est que les romantiques se réapproprient le Moyen-Âge et ils vont en faire une sorte de période légendaire, un petit peu mythique. C'est comme ça que la figure de Faust, par exemple, est développée par Goethe, mais aussi par Delacroix, par Berlioz, par Gounod. C'est-à-dire, là, les musiciens se réapproprient ces personnages complètement revisités. Et les gens de Siegfried et de Lohengrin réapparaissent. Oui, alors dans la musique évidemment de Wagner, puisque au niveau musical, on situe Beethoven un peu à la charnière entre la période classique et la période romantique. Disons qu'il a un peu un pied ou une main dans chaque, mais il va ouvrir la période romantique. Et on a une fuite, donc une sorte de fuite dans le temps, puisqu'on va se rapprocher des périodes soit de l'Antiquité, soit du Moyen-Âge, et il y a une fuite dans l'espace aussi, puisque le romantisme va développer tout un exotisme imaginaire vers les pays de l'Orient. Delacroix va séjourner au Maroc, Gérard de Nerval, Flaubert redécouvrent un Orient susceptible de donner forme à leur rêve d'absolu. Donc l'Orient est chargé d'une puissance rénovatrice. Et ça va donner tout un tourbillonnement de formes, un flamboiement de couleurs et beaucoup de violence, parce qu'il y a de la violence dans la peinture romane. Chez Delacroix, on va trouver cet Orient de force et de violence, et d'autres voient dans l'Orient plus de volupté. On pense à certains tableaux de Ingres. Ingres qui n'est pas un romantique, qui est plutôt un néoclassique, mais qui va être quand même assez influencé par cette rondeur et ces voluptés de l'Orient. Donc on a passion, énergie, émotion, sensibilité, qui vont être les grands points communs de tous ces artistes romantiques. Donc la fougue de Delacroix, la puissance visionnaire d'un William Blake dans ses peintures, et les visions assez cauchemardesques de la nuit, de la violence chez Goya, entre autres. Les falaises abruptes aussi chez Friedrich en Allemagne. Donc les falaises abruptes avec des personnages qui regardent l'horizon, donc c'est la mer, mais qui
qui sont des personnages quand tout même petits. pris par le relief très vertical. Oui. Et qui fait penser un peu à un précipice aussi. Hein. Oui, et il y a de ce point de vue aussi une influence de la peinture orientale, notamment de la peinture chinoise, où vous avez toujours ces grands éléments de la nature, ces falaises, ces montagnes, et où les hommes, quand ils sont représentés, sont tout petits, tout petits. Donc, sentiment de, comme on disait, d'effroi, d'écrasement, et aussi de grande humilité de l'homme par rapport à cette nature qui est de toute façon toujours menaçante. Et un équilibre très, très, très fragile. C'est à cette époque aussi que le Japon va aussi influencer, l'art des estampes japonaises va influencer nos peintres. Alors, on va aussi avoir, et ça c'est toute une période aussi un peu de transition chez les peintres, où il n'est pas toujours évident dans les paysages de traduire le drame ou l'émotion. Cela va se traduire par le fait d'abandonner ce qui a fait la spécificité de l'art classique, qui sont des contours extrêmement précis et nets. Vous vous rappelez, c'est une des règles de l'art classique, des contours précis et nets. Et là, on voit dans la peinture ces contours, ces lignes qui vont devenir beaucoup plus floues. Et ça va faire un peu la transition avec le mouvement, l'école de Barbizon, ou l'impressionnisme. Comment tu les places? Parce qu'il n'y a pas de violence dedans. Non, alors là, c'est les Turner, c'est les Constable, ils sont à la charnière. Quand même, il y a un peu de violence, mais si on prend par exemple Paul Noir ou... Oui, alors là, c'est une nouvelle expression où il y a des formes qui finissent par se diluer, par devenir floues, et surtout, ce qui va nous accompagner tout au long d'une grande partie du XXe, c'est le primat de la couleur. C'est-à-dire que, quelque part, cette violence, cette force, cette fougue va se traduire dans le choix des couleurs, notamment des couleurs primaires, avec des aplats de bleu, de jaune, de rouge, couleurs primaires très, très puissantes. Donc ça amène, disons, ils sont à cheval entre l'art romantique et l'art du XXe qui va être éclaté en de très nombreuses tendances. Donc dans la peinture, on a Delacroix, quand même, qui est un des grands représentants de cette école romantique, qui cherche à traduire les formes en termes de couleurs. Donc les contours s'estompent, les vibrations colorées s'amplifient. Et il y a aussi une exaltation de la matière, c'est-à-dire la peinture en tant que matière commence à être exaltée. Et bon, ça prépare aussi ce qu'on verra au XXe, où carrément on n'utilise plus de pinceau, mais c'est au couteau, ou c'est carrément avec le tube, où la matière prend vie à part entière. Alors, l'artiste romantique vit avec angoisse ce déchirement provoqué par la force vitale qu'il sent en lui et la contestation qui l'anime, d'un ordre qui cherche à le brimer. C'est pour ça qu'il y a ce syndrome de l'artiste incompris, qui est banni par le système, qui vit en marge du système. Donc le sentiment doit l'emporter sur la raison. L'artiste n'est plus seulement celui dont le métier permet de traduire ce qu'il veut, mais c'est avant tout celui dont le monde émotif, unique, doit être traduit en images. Pour enrichir l'humanité. Il est solitaire, mais il a le sentiment quand même de pouvoir sauver l'humanité. Pour réensemencer l'humanité d'éléments sensibles qui ne soient pas uniquement matériels. Donc chez les romantiques, les formes vibrent, ça on le voit bien dans la peinture, s'évanouissent par endroits pour mieux s'affirmer à d'autres, et la couleur est
plus puissante, exaltée, hein, elle devient frémissante. Et il va y avoir toute une querelle entre les détenteurs, enfin ceux qui veulent défendre la vision du dessin, l'importance du dessin, et ceux qui défendent la couleur. Faut-il dessiner avant de peindre ou faut-il peindre, donc mettre la couleur sans avoir à dessiner? Donc là, il va y avoir une grande querelle. Et ceci va, entre les partisans du dessin, de la ligne, hein, qui sont plus classiques, et les partisans de la couleur, il va y avoir un débat passionné. Et ça va provoquer la scission du mouvement, de multiples courants, ce qui fait qu'à partir de milieu du 19e, et fin du 19e aussi, l'émiettement des tendances. Et c'est pour ça que vous verrez que le 20e, enfin, à partir du milieu du 19e, 20e et 21e, tant qu'on puisse parler du 21e encore, c'est un peu jeune, il y a un émiettement des courants. Il va y avoir une succession de courants qui vont s'enchaîner, notamment dans la peinture, on verra surtout la peinture la semaine prochaine, où chaque courant va durer 5 ans, 10 ans, hein, à peine, et ça va se succéder à une grande vitesse, hein, avec l'école de Barbizon, les impressionnistes, les réalistes, les naturalistes, les expressionnistes, les cubistes, la révolution du cubisme, les pointillistes, et ensuite, finalement, l'art abstrait, qui va être une sorte de rupture à nouveau par rapport à la subjectivité pour revenir, mais cette fois de manière totalement abstraite, à des grands principes universels. C'est pour ça que je disais au tout début, après, évidemment sous des formes complètement différentes, mais l'art abstrait, avec un Kandinsky ou un Mondrian, vont revenir à des éléments classiques. Parce que c'est une sorte de réaction au primat de la subjectivité pour revenir à des éléments universels, atemporels, mais qui vont s'exprimer évidemment de manière différente que les œuvres classiques. Très différent. Et avec un rapport à l'œuvre évidemment très, très, très différent, mais il va y avoir toujours, et c'est ça qui est intéressant de voir derrière les formes que cela va prendre, quelle est la vision. La vision du monde et un peu la philosophie. Bon, pour terminer, simplement quelques exemples aussi d'autres disciplines, comme la poésie et la musique, puisque là, ce sont deux grandes disciplines artistiques où va s'épanouir le romantisme. La poésie veut se dégager des contraintes de la poésie classique. Alors, dans la poésie classique, il y a des règles très strictes, hein, de versification. Bon, les poètes romantiques veulent transgresser, hein, ne plus se limiter à ces règles, et aussi au thème plus ou moins imposé par la poésie classique. Hein. Il y a un certain nombre de thèmes récurrents, notamment recours à la mythologie ou à des personnages héroïques, etc. dans la poésie classique. Bon, les poètes romantiques veulent en finir avec ces règles et ces figures, ces thèmes plus ou moins imposés. Donc on dit que le premier succès romantique en poésie, c'est Lamartine, les méditations poétiques de Lamartine, qui restent quand même classiques par bien des aspects, mais on va trouver des mots nouveaux, notamment des mots empruntés au langage ordinaire. C'est intéressant de voir un peu le parallèle, c'est comme la banalisation de l'objet qu'on va représenter. Eh bien, dans la poésie romantique, on est moins... oui, enfin, ce qui est jugé académique. On va moins faire référence à un langage, disons, choisi, mais on va pouvoir y intégrer des mots du quotidien. Hein. Et donc, il va y avoir un certain nombre d'éléments novateurs. Et les poètes romantiques vont aussi expérimenter différentes sortes de strophes et de versifications, à l'image de Hugo. Et c'est ça qu'on va appeler quelque part l'évolution de la poésie aussi vers la prose poétique. Plus n'est besoin de faire forcément des rimes
les alexandrins, tout ça. Donc tout ça est un peu du passé, considéré un peu obsolète, et on peut faire de la poésie en prose, du point de vue romantique. Comment ? C'est toujours musical. Alors, Plus ou moins, oui. C'est la règle, normalement, la nouvelle règle, oui. Et Hugo est un exemple de ceci, notamment dans une œuvre, les djinns, où il va expérimenter de nouveaux vers complètement différents. Bon, c'est ça qu'on peut appeler le romantisme en poésie. Donc c'est une libération des contraintes, c'est aussi la volonté d'explorer toutes les possibilités afin d'enrichir l'expressivité de la poésie. Et là aussi, quelque part, pour apporter à l'humanité une autre manière, moins élitiste justement, moins académique, moins classique pour les gens. Donc des mots plus bruts, plus vifs, plus colorés, la couleur est aussi, c'est comme en peinture, et une syntaxe parfois relâchée, enfin en tout cas jugée relâchée par ceux qui vont défendre la poésie classique. Alors parmi les chefs-d'œuvre de la poésie romantique, le Lac de Lamartine, le corps de Vigny, Alfred de Vigny, la mort du loup d'Alfred de Vigny, la tristesse d'Olympio d'Hugo, les contemplations de Victor Hugo, le souvenir de Musset. Donc nous avons une très grande richesse parmi nos poésies françaises de ce romantisme. Ils vont reprendre tous les thèmes de la nature, de l'amour, de la mort, ainsi que la figure du paria, du banni, seul face au monde. Les Misérables d'Hugo sont aussi une peinture de la société et des méfaits terribles de l'industrialisation et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc l'homme loup pour l'homme reprend vigueur. Les souffrances du jeune Werther de Goethe, et le recueil des contemplations, bien sûr, de Hugo. Les mêmes éléments qu'on a vus là pour l'art de manière générale, mais pour la poésie, la peinture, vont se retrouver dans la musique romantique, avec alors là d'innombrables compositeurs. Beaucoup sont allemands. Avec, comme je disais, Beethoven qui fait un peu la charnière, parce qu'il y a beaucoup d'éléments classiques chez Beethoven, mais il va ouvrir la porte au romantisme. Alors, bon, là, je ne les cite pas tous, parce qu'on y serait encore ce soir, mais Liszt, Chopin, Schubert, Berlioz, avec des nouvelles formes musicales. Il y a des formes classiques, et puis il va y avoir des formes romantiques. Je pense à la forme lied, aux leaders, qui sont une forme romantique chez Schubert. Les poèmes symphoniques. Les poèmes symphoniques et aussi la naissance de l'opéra, évidemment en Italie, et bon, grand musicien romantique, Wagner. Bon. Verdi, surtout pour l'Italie. Pour l'Italie, oui, bien sûr. Eh oui, Verdi. Bon, là, je développe pas, mais c'est simplement pour dire à quel point la poésie, la musique et la peinture sont les trois disciplines qui vont être fortement imprégnées, impactées par ce modèle romantique. Et, comme je disais tout à l'heure, bon, évidemment, dans l'architecture, dans la sculpture, on va avoir beaucoup plus le modèle on appelle néoclassique, le néoclassicisme, dont je n'ai pas parlé parce que là, il y a une continuité, en fait, du modèle classique, avec des règles qui sont toujours respectées, et où la subjectivité de l'artiste... Alors, sauf que, bien entendu, il va y avoir une adaptation, puisque, comme je disais tout à l'heure, on va chercher
à construire des palais d'exposition, des usines, des éléments liés à la société industrielle. Donc évidemment, ça va quand même révolutionner un petit peu les formes architecturales, les métros, tous les éléments de la société industrielle. Donc ce modèle romantique, pour finir, il va fleurir jusqu'à peu près la moitié, le milieu du 19e. Donc vous voyez qu'il est très en phase avec le développement politique, social de son temps. Et à partir du milieu du 19e, c'est là où il va y avoir une sorte d'émiettement, vraiment d'émiettement des tendances et des courants, qu'on verra donc la semaine prochaine, notamment avec la peinture, parce que ce qu'on va voir avec la peinture peut vraiment se transposer dans les autres domaines, je pense notamment à la musique, avec énormément d'expérimentation, de nouvelles musiques, qui peuvent sembler un peu cacophoniques à certains, un peu comme la cacophonie que certains ressentent à la vision de certaines œuvres d'art contemporaines. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui sous-tend tous ces courants, cet enchaînement extrêmement rapide de ces courants et de ces écoles, de ces peintres, qui vont emprunter bien sûr des éléments au modèle antique, mais aussi au modèle de Kant, toujours quand même avec des résurgences du modèle classique. C'est pour ça qu'on peut voir ce XXe siècle un peu comme un aboutissement des trois modèles qu'on a vus, classique, critique et romantique, et avec de nouvelles, pas simplement un aboutissement, mais des nouvelles recherches. Jusqu'à, disons, la fin du XXe, où on peut se poser un certain nombre de questions sur les perspectives de l'art, d'autant plus qu'au XXe va surgir cet aspect marchand qui est quand même une des spécificités du XXe siècle. Avec cette mise en avant de la valeur marchande de l'œuvre, qui n'était pas jusque-là. Vous savez que Van Gogh est mort complètement ruiné, fauché, alors que maintenant ses œuvres, c'est parmi les records de vente. Et que maintenant, dans l'œuvre d'art, il est très difficile de ne pas voir la valeur marchande. Et ça, évidemment, c'est un biais. Et c'est une nouveauté. On la déplore, mais oui, c'est l'esprit du temps. Mais malgré tout, on verra quand même toutes ces recherches un peu philosophiques qu'il y a derrière tous ces courants. Pas forcément pour dire l'art contemporain c'est génial, mais pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça va ? Voilà.